Il y a nul doute sur les origines de Bitcoin. Bitcoin est un système qui a été créé par les États-Unis, par ce qu'on appelle l'État profond américain. C'est pas du complotisme de le dire, hein, c'est pas c'est au même titre que bien des choses avaient été instrumentalisées par l'État profond américain, c'est-à-dire ce système prodigieux par ailleurs qui a réussi ses opérations bien souvent, qui use d'un pouvoir à la fois médiatique, mélangé à du soft power, un exercice politique, un pouvoir militaire, une extraterritorialité de droit, beaucoup de faste, et qui a toujours cet aspect, je disais littéralement fascinant, prodigieux, d'osciller entre deux états. C'est-à-dire, ce qui rapporte de l'argent et ce qui fonctionne. Nous le faisons. Et de l'autre côté, ce qui peut nous mettre en danger, nous le détruisons à tout prix. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Mon invité d'aujourd'hui est Tom Benoît. Bonjour. Bonjour, Kate. Vous êtes essayiste, entrepreneur, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Vous êtes également chroniqueur sur TV5 Monde. On vous aperçoit très souvent dans les médias pour vos analyses économiques. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Merci de me recevoir. On va effectivement parler d'économie dans cet entretien, de la situation économique de la France. Beaucoup de choses à en dire. Mais commençons tout de suite par la dette française qui s'élève à plus de 3 000 milliards d'euros et dont vous dites que 52% de cette dette sont détenues par des prêteurs étrangers. En mai 2023, vous aviez interrogé Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et vous lui demandiez quelle est l'identité de ces prêteurs étrangers. Il vous a renvoyé vers France Trésor. Et moi, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce important de connaître l'identité de ces prêteurs étrangers, et peut-être que ça nous expliquera pourquoi Bruno Le Maire n'a pas répondu à cette question. Alors, c'est une très bonne interrogation, naturellement, que vous soulevez ici. Elle est cruciale parce que lorsque nous sommes endettés auprès de personnes, ou en l'occurrence auprès de fonds, lorsque nous sommes un État. Et si nous venons malencontreusement à nous retrouver dans une situation qu'on appelle de défaut de paiement, c'est-à-dire que nous faisons défaut sur notre dette, on est contraint d'envisager que les personnes à qui on doit de l'argent, tout simplement, qui détiennent des titres, puissent venir se payer sur la dette. Régulièrement, j'ai parlé ces dernières semaines des pays d'Afrique auxquels on a prêté, le Fonds monétaire international a prêté beaucoup d'argent pendant de nombreuses années, et qui par la suite venaient se payer sur la dette. Plus récemment, on a des exemples comme le Sri Lanka, le Pakistan, qui sont des pays qui étaient endettés auprès de la Chine et qui ont été littéralement possédés par les Chinois, possédés par la Chine. Et aujourd'hui en France, on se rend compte, on s'aperçoit qu'on est dans une situation absolument ingérable au niveau de la dette publique, parce que l'État n'est plus une affaire qui marche. L'État est déficitaire depuis 1974-1975, c'est-à-dire que si on observe la dette, j'en ai parlé régulièrement par rapport aux recettes de l'État, c'est encore plus effrayant, c'est abyssal. On a 220% de dette par rapport aux recettes de l'État. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais vous pouvez pas comparer un stock et un flux, mais je prends régulièrement l'exemple d'un village. Si vous avez une grosse société dans un village, ou dans une commune, dans une ville, et que vous comparez l'endettement de cette société par rapport aux recettes et aux flux de tous les protagonistes, toute la population et tout le village, vous allez vous dire, mais pourtant c'est cette société qui doit quelque chose, ça n'est pas tout le village. Et bien là, c'est la même chose, sauf que l'État peut mobiliser l'épargne et les biens, la propriété, de tout le village, c'est-à-dire toute la nation, la population française. C'est ce qui est en train de se passer, et on a des ventes records de biens publics, par exemple, pour l'année 2023, et on a un édile politique qui nous incite à aller vers une Europe fédérale qu'on ne veut pas, littéralement, on est beaucoup de peuples européens à la rejeter. Quand je dis de peuple, c'est la population au sens le plus large du terme, c'est-à-dire tout ce qui n'est plus politique. Michel Onfray prenait une définition du peuple, enfin, apportait une définition du peuple il y a quelques années qui me semblait assez juste, c'est-à-dire, disait-il, celles et ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Donc qui détiennent moins de pouvoir qu'ils n'en exercent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une remontée de plus en plus dans les classes entrepreneuriales et même dans les grands groupes, de personnes qui sont asservies.
et qui n'ont plus de pouvoir, et qui sont étouffés. Donc ça veut dire que le peuple aujourd'hui, c'est tout simplement celui qui n'est pas politique, qui n'édicte pas les lois. C'est celui qui ne fait pas partie de l'édile politique, et en l'occurrence de l'édile politique qui siège à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne ou au Parlement européen, puisque nous n'avons plus de pouvoir au sein de nos États européens. Alors si on repart une année en arrière, lorsque vous interrogez justement Bruno Le Maire, et qu'il vous renvoie vers France Trésor, est-ce qu'à ce moment-là, il connaît la réponse Non. et il ne veut pas vous la donner? Non. Non, il sait pourquoi il ne veut pas me répondre, par contre, et je l'ai sollicité à plusieurs reprises par médias interposés, sur Sud Radio hier encore, dans une tribune dans la revue Politique et Parlementaire, et je lui ai dit, monsieur le ministre de l'économie et des finances, par devoir de transparence, et parce que n'oubliez pas que vous êtes payé par la nation, c'est-à-dire par l'impôt, et que vous devez des comptes à la nation, vous devez nous rendre des comptes et vous devez réaliser un audit sur l'origine exacte de la dette extérieure. Le seul organisme qui serait capable d'apporter ces lumières pour réaliser cet audit, c'est Euroclear. C'est un dépositaire central qui gère les émissions de titres obligataires qui sont redonnées par Bercy et qui passent par France Trésor. France Trésor est, pour ainsi dire, le notaire, le donneur d'ordre c'est Bercy, et puis vous avez un dépositaire central qui est le système de paiement, celui qui gère le système de paiement géant de la dette en quelque sorte. C'est un dépositaire central qui fait des règlements livraison. Il y en a peu des dépositaires centraux. Généralement, on les connaît pas beaucoup. On entend parler lorsqu'il y a des problématiques d'ordre géopolitico-économique, comme avec l'affaire Clearstream. Clearstream est aussi un dépositaire central. Et donc, Bruno Le Maire devrait aujourd'hui réaliser cet audit par rapport à la dette extérieure de la France. Il ne le fait pas parce que on lui demande très probablement de ne pas le réaliser. Ce sont des Américains qui détiennent la dette extérieure de la France. Hein. Ce sont des sociétés qui sont... C'est ce que vous avez appris cette semaine. Oui, c'est ce ça que... Oh, après, non, parce que je peux pas l'affirmer, mais c'est ce dont on se doute. Il y a une part sur les 52% extérieurs, il y a une part qui est à la Banque Centrale Européenne, bien sûr. Il y a quelques Chinois, il y a quelques Russes. Alors Jean-Marc Sylvestre me disait récemment, non, il n'y a pas de Russes. Je lui ai dit pourquoi, c'était sur un plateau de CNews, je crois. Et il me dit, parce qu'ils ont pas d'argent, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une telle haine anti-russe. Moi, je suis pas pro-russe du tout. Je connais beaucoup de Russes, je connais beaucoup d'Ukrainiens, mais je suis français avant tout. J'ai aucune proximité avec des Russes. J'ai jamais reçu de Russes, j'ai jamais reçu d'Ukrainiens. Donc, je veux dire, j'ai pas de Alors, je vais parti vous pris. donner une info quand même sur la Russie. Selon Ouais. la Banque mondiale, pour répondre à Jean-Marc Sylvestre, selon la Banque mondiale, la Russie est devenue la 4e économie mondiale devant le Japon en PIB PPP. C'est une source qui vient de Stratpol. On attend juste la validation du FMI. Voilà ce que dit le site Stratpol. Très bien. En tout cas, voilà. Donc on lui répond alors. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on compte le PIB de la Russie sans prendre en considération le PPP, ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, on est à 1600 milliards, on prend pas en considération tous les actifs qui sont détenus par des Russes et qui ne sont pas déclarés à l'extérieur de la Russie. Ça veut dire que vous allez à Dubaï, par exemple. Dubaï, qui est quand même une ville très riche, où il y a énormément de richesses. Cette richesse est détenue beaucoup par des Russes, et beaucoup par des Ukrainiens aussi. Moi, j'ai fait beaucoup d'affaires à Dubaï, je connais très bien Dubaï, je connais bien Dubaï, et je peux vous dire qu'à Dubaï, lorsque vous parlez avec des Russes, ils ont bien souvent un père ukrainien ou une mère russe, et vice-versa. Donc il y a une proximité entre russo-ukrainiens expatriés de Russie et d'Ukraine à Dubaï qui est gigantesque. Comme elle existait d'ailleurs à Monaco précédemment. Il y avait beaucoup de Russes à Monaco, qui sont propriétaires de yachts par ailleurs, et qui payent tout en liquide d'ailleurs. Je dévoile rien là parce que tout le monde le sait, je veux dire, il y a peut-être une partie de la population un peu moins expérimentée qui n'en a pas connaissance, mais si vous rendez à Dubaï, à Monaco, vous avez beaucoup de Russes qui ont des valises remplies de billets, et qui règlent dans les hôtels, y compris, et dans les grands restaurants, des factures, mais pas pour 2000 €, hein, pour des sommes qui s'élèvent à 10 000, 20 000, 30 000 et parfois plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide. Donc si vous additionnez tout ça, ça fait partie de la richesse de la Russie. On peut pas faire fi de tout ça. J'entendais Alain Juillet récemment qui disait quelque chose d'intéressant, c'est que dans le PIB français, on prend en considération la prostitution et le trafic de drogue. Et ça, c'est vrai que quand j'ai appris ça, c'est Alain Juillet qui communiquait cette information, moi je n'en avais pas connaissance.
J'ai été surpris parce que ça veut dire qu'en plus de gonfler le PIB par rapport à la dépense publique, c'est-à-dire par rapport à de la richesse qui n'est pas de la richesse, mais qui est de la richesse ponctionnée, imposée, transformée, capturée, et qui fait partie donc de nos calculs de richesse, on inclut également ce qui est totalement réprouvé par les puissances publiques. Donc on le fait chez nous pour avoir des PIB qui nous permettent d'aller sortir vainqueur en quelque sorte, mais lorsqu'il s'agit de la Russie, naturellement, on tente de minimiser le PIB en oubliant la richesse des expatriés russes. Alors on va en venir, on va aborder la notation de l'agence SP Global. Standard & Poor's, ouais, S&P. Ouais, donc c'est une note qui vient de réduire concernant la capacité de remboursement de la France. Donc ça vient d'arriver il y a quelques jours. Donc la notation passe de AA à AA-. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie. Hein. Et suite à cette notation, Bruno Le Maire a déclaré, je le cite, et vous en avez fait un article d'ailleurs, il n'y aura pas d'impact sur le quotidien des Français. Pourtant, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, comme l'écrit Bloomberg. Je cite, SP a déclaré que contrairement à ses attentes précédentes, elle voit désormais la dette publique générale de la France en proportion du PIB augmenter à 112% du PIB d'ici 2027, contre environ 109% en 2023. Alors, impact ou pas impact sur les Français ? Bon, pour démarrer, il faut dire que Bruno Le Maire est fascinant quand même. Parce que on sort d'une période d'inflation qui n'avait absolument pas été prévue. Je rappelle que Christine Lagarde en 2022 disait l'inflation, je sais pas à quoi ça correspond. Sous-entendu, elle sait ce qu'est l'inflation, mais sous-entendu, on est à l'abri de l'inflation. Donc ça veut dire qu'on a appauvri une grande partie de la population par rapport à l'inflation. Pas seulement les personnes qui achètent du lait et des œufs un peu plus cher, mais également des personnes qui étaient détentrices de réserves de capital, qui avaient de l'argent sur des comptes bancaires. On a également fait comprendre qu'on n'assumerait pas nos engagements aux yeux d'une population qui a cotisé soit pour le chômage, soit pour la retraite, par exemple. Et les mêmes personnes qui, les yeux dans les yeux, vous disaient que la situation était catastrophique et qu'elles ne pourraient plus par conséquent assumer ni le paiement des retraites, ni les allocations chômage, ni garantir la stabilité monétaire, ce qui est la principale vocation de la Banque Centrale Européenne, vous disent il n'y aura pas de différence pour les Français, il ne se passera rien. On peut abaisser la note de la France et ça ne changera rien. Donc premièrement, Bruno Le Maire se retrouve dans une situation qui est claire en disant ça. Soit il ment, et c'est très grave, parce que s'il ment dans l'intervalle d'une situation dans laquelle il nous conduit dans le mur, il devra rendre des comptes tôt ou tard. Et dans ce cas-là, il devrait faire attention à ce qu'il dit. Soit c'est quelqu'un qui est un fossoyeur, qui a été nommé parce qu'il ne sait pas compter. Parce que pour dire une chose pareille, il faut ne pas savoir compter ou mentir. Lorsque vous avez, monsieur le ministre de l'économie, 5,5 points de déficit, alors que vous annonciez 4,9, il y a eu un défaut dans votre prédiction, dans ce que vous aviez prévu. Alors que nous étions nombreux, et j'en fais partie, et beaucoup moins expérimentés, et de surcroît en ayant des données manquantes que lui avait, à dire ça n'est pas possible, nous n'aurons pas 4,9 de déficit. Olivier Marleix, qui a plus de légitimité que moi, pour ainsi dire, puisqu'il est président des Républicains à l'Assemblée nationale, si on peut appeler ça de la légitimité aujourd'hui, mais de la légitimité parlementaire, en tout cas dans le système politique, puisque le système est ainsi fait, a dit que Bruno Le Maire avait maquillé les comptes publics. Oui, effectivement, les comptes publics ont été maquillés, c'est une réalité. Mais avec un aspect très vicieux, parce que Bercy annonce quelques temps plus tard, lorsque l'INSEE, qui eux aussi modifient leur barème, on pourra y revenir d'une façon arbitraire et très régulière, dévoile les comptes, Bercy nous dit oui, mais nous n'avions pas prévu que l'inflation soit jugulée aussi vite. C'est-à-dire que pendant des mois, on a entendu Bruno Le Maire et ses comment dire, associés subalternes ou son équipe, rédacteurs, oui, voilà, de toutes celles et ceux qui font partie de la mouvance qu'ils représentent, nous dire nous luttons bec et ongle contre l'inflation, mais au moment où l'inflation a été jugulée pour d'autres raisons, c'est-à-dire par rapport à une paralysie de l'économie, ces mêmes personnes vous disent on pensait qu'il y aurait quand même un peu plus d'inflation, ce qui nous aurait permis d'avoir une santé
économique pour l'État, pas pour la population, mais pour l'État, plus saine que ce que nous avons eu. Ça, c'est le premier point. La note de S&P, pour que ce soit très clair, ça n'est pas une note qui apporte une indication. C'est le bilan des dégâts observés. Pas des travaux finis, mais des dégâts observés. Ça veut dire qu'en 2008, on le dit régulièrement, lorsqu'il y a les crédits subprime, ils sont notés AAA par Standard & Poor's, qui est devenu S&P Global. Est-ce que les crédits subprime étaient des investissements sains? La postérité a montré que non. Donc, une agence de notation qui aurait fait convenablement son travail n'aurait pas noté ces produits titrisés AAA. Sauf que S&P apporte une indication et une légitimité à des personnes qui sont en capacité, que ce soit des banquiers centraux ou des politiques. C'est ça qui compte. Nous savons tous, qui avons quelques connaissances en économie, que la France se dirige dans le mur, littéralement, et que le système de monnaie occidentale se dirige dans le mur également. Par contre, il faut qu'aux yeux de toute la population, il y ait des agences de notation dont les comptes rendus sont largement médiatisés, vous l'observez d'ailleurs, hein, que ce soit sur BFM TV, CNews, toutes les chaînes d'information également, ou dans les grands médias, on se fait vraiment, on se délecte de faire la chronique de ce que nous a dit Standard & Poor's et Fitch, alors que réellement, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Madelin, ancien ministre de l'économie, je lui avais posé la question justement en position de journaliste, donc en me gargarisant de dire est-ce qu'on attend la note de Standard & Poor's la semaine prochaine, il y a un an, et qui me dit mais tout le monde se fout de Standard & Poor's et Fitch, parce qu'il a plus rien à prouver, il est ministre de l'économie et des finances au début des années 2000, il connaît très bien la finance, contrairement à d'autres ministres de l'économie et des finances qu'on connaîtra par la suite, et aujourd'hui il est retraité, donc lorsque je lui pose la question, il apporte une réponse en étant, allez, je vais dire, fier de lui pour ainsi dire, et en ne vendant pas son âme au diable et en disant la réalité. C'est-à-dire que la note de Standard & Poor's n'a aucune importance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on passe à A-, mais on reste dans le même palier. Donc ça veut dire que c'est au moment où la note sera davantage abaissée et que nous franchirons un palier supplémentaire qu'il pourrait y avoir une envolée sur les marchés, ce qui ferait monter le taux d'endettement. Tout le monde souligne ça, enfin tout le monde commence à souligner ça avec une semaine de retardement, mais personne ne souligne à ce moment-là que justement, si on ne connaît pas les manœuvres qui permettent de s'endetter, ce qui se passe sur les marchés, ça a de l'importance, mais ça n'a pas la seule, c'est pas essentiel. N'oublions pas également qu'on remplace de la dette à 0 aujourd'hui par de la dette à 3, à peu près. Donc, est-ce qu'il y a eu un déclin sur les marchés par rapport à la France? Oui, il y a déjà eu un déclin par rapport à l'endettement de la France sur les marchés. Mais, effectivement, il est dérisoire. Et un État ne fait pas faillite d'un seul coup. Un État ne fait pas défaut. Un État se nécrose. Ça veut dire que la France est en train de se nécroser. Vous avez, je le disais précédemment, des engagements qui ne peuvent plus être assumés. Vous allez avoir dans pas longtemps une titrisation de l'épargne des Européens, même pas pour le bénéfice des finances publiques françaises, mais pour le bénéfice de la nouvelle organisation financière européenne qui va être engagée. Et c'est comme ça que l'État est en train de faire faillite. Et on assiste aux faillites collectives il y a beaucoup qui en parlent aujourd'hui, de cette URSS européenne, c'est-à-dire de ce collectif de nations européennes, qui ne sont plus des États-nations, mais qui sont des nations qu'on est en train, littéralement, de ponctionner et de vider de leur essence, de l'intérieur. Alors, à propos de l'inflation, vous avez écrit dans un article dans la revue Politique et Parlementaire, je vous cite, qu'elle est terrible pour l'investissement productif comme pour la qualité de la vie de vie de la nation. Elle permet parallèlement à l'État de constater un apaisement artificiel de la dette. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme d'apaisement artificiel de la dette? Comment l'État utilise l'inflation pour... C'est-à-dire que, pour être très clair, si vous avez de l'inflation monétaire, c'est-à-dire si vous avez une perte considérable de la valeur de la monnaie, si vous avez beaucoup de dettes, c'est pas plus mal, parce que tout ce que vous deviez, tout cet argent que vous deviez, perd en valeur. Par contre, si vous aviez beaucoup d'argent, beaucoup de réserves financières, là c'est dramatique. Et pour qu'il puisse y avoir
Donc, en préambule, l'État est surendetté. Il y a 3 000 milliards de dettes. Donc, s'il y a de l'inflation, ça permet d'atténuer un petit peu, et notamment, même après, par rapport aux recettes en TVA, ça permet d'abaisser un petit peu l'endettement de l'État. Par contre, de l'autre côté, toutes les populations et toutes les sociétés qui ont du cash flow positif et tous les gens qui ont de la liquidité, des réserves financières, pour ces gens-là, c'est dramatique. Parce que ces réserves financières partent en fumée, littéralement par des jeux d'écriture. C'est-à-dire que par rapport à une inflation qui est totalement instrumentalisée, par rapport à des manœuvres monétaires, vous avez un appauvrissement général, insidieux, qui fait que vous voyez littéralement votre argent glisser sous vos pieds et partir en fumée. Donc, l'inflation est dramatique pour l'investissement productif, parce que pour qu'il puisse y avoir du libéralisme, il faut qu'il y ait une unité de mesure qui est l'argent. Et l'argent est mesuré par la monnaie fiat, par la monnaie traditionnelle. Si cette monnaie est quelque chose qu'il faut à tout prix, dont il faut à tout prix se délester, parce qu'on sait qu'elle n'est pas fiable, et qu'elle n'est pas stable, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez des réserves de cash énormes, vous avez qu'une seule crainte, c'est de vous dire, mais d'une minute à l'autre, premièrement, l'édile politique peut décider de me le ponctionner, et par ailleurs, il peut y avoir des points d'inflation totalement inconnus à ce jour en Occident, en Europe, mais que on peut dire sur le sol européen, même en quelque sorte, un peu vers l'Orient, en Turquie, ils sont montés à 140 points d'inflation. Et ça, c'est ce qui nous attend. La situation de l'Argentine, c'est ce qui nous attend également. On ne va pas rester des pays riches artificiellement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans que personne ne vienne frapper à notre porte en nous disant, petit à petit, on n'achète plus vos titres obligataires, ce que font les Chinois aujourd'hui, les Chinois n'achètent plus de titres obligataires français, et sans qu'il n'y ait d'autres puissances qui commencent à dire, nous instituons nos propres systèmes de paiement, nos propres systèmes de règlement de livraison, nos propres dépositaires centraux, et nos propres unités de mesure, et ça se fera peut-être par les monnaies numériques de banque centrale chinoise, adossée à l'or peut-être, et les nouveaux Eldorado, ce sera le Moyen-Orient par exemple. Je parlais de Dubaï précédemment, Dubaï aujourd'hui c'est une plateforme qui représente tout ce que les États-Unis représentaient dans les années 70, où ça a été très long pour les États-Unis. On dit il n'y a pas de culture à Dubaï, mais rappelez-vous qu'aux États-Unis, on soulignait le fait qu'il n'y ait pas de culture non plus. Aujourd'hui, il y a une culture américaine, parce qu'il s'est passé tellement de choses en 2 siècles, et principalement sur le dernier siècle, que la charge culturelle sur la côte ouest ou à New York, aux États-Unis, est beaucoup plus empreinte d'identité, et à la fois de puissance et de complexité qu'en Europe. Les nations européennes ont été diluées, le sens de la culture aussi a été anéanti. Donc il n'y a pas beaucoup de culture ici, si vous sortez dans Paris aujourd'hui, vous voyez pas de France en quelque sorte. Alors que si vous vous baladez dans les rues de Beverly Hills, à Los Angeles, ou à New York, ou à Dallas, là vous avez une culture américaine, vous avez des cultures américaines. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire à Dubaï. Toutes les personnes qui connaissent pas beaucoup le Moyen-Orient aujourd'hui vous disent ce sont des endroits qui n'ont pas de charge historique et qui n'ont pas de culture. Et toutes les personnes qui connaissent cet endroit, ce sont des personnes qui vous disent ce sont des territoires qui n'ont pas de problèmes sociaux, qui sont... Alors après, c'est impitoyable aussi, je dis pas que c'est très bien, c'est pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis que ça correspond parfaitement à ce schisme de société qui est en train, d'une part, de se démondialiser, et d'autre part, qui, ne voulant pas se démondialiser, continue à 100% sur la voie de la mondialisation. Bon, Dubaï, en tout cas, a l'air d'être un Eldorado financier, mais tout le monde n'a pas les moyens de partir à Dubaï ou d'envoyer son argent là-bas. Et j'aimerais qu'on aborde, qu'on parle des Français, de ces Français lambda qui souffrent, qui sont impactés par cette situation, notamment l'inflation. Les plus pauvres, les classes moyennes aussi. Alors, quelques chiffres. Vous nous avez parlé tout à l'heure du maquillage de ces chiffres par le ministère de l'économie. Alors, on a un taux de chômage qui dépasse les 7% au 3e trimestre 2023. Ça, ce sont les chiffres officiels, mais qui sont sans doute un chiffre qui est sans doute plus élevé. On a plus de 50 000 emplois qui sont menacés, un taux de pauvreté qui est estimé à 15,6%, ce qui donnerait à peu près 9,1 millions de personnes pauvres, en tout cas en France. Oui, c'est ça. Ouais.
Un mot sur les TPE, PME, vous en savez quelque chose, vous êtes vous-même entrepreneur. Plus de 55 000 entreprises ont été enregistrées pour des procédures de faillite en 2023. Alors, on peut dire qu'il ne fait pas bon vivre en France, que ce soit quand on est un entrepreneur ou quand on est non, bien sûr, un simple citoyen. Mais pas même quand on est un milliardaire, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Alors ça dépend quel milliardaire. Non, tous. Il n'y a pas un milliardaire qui s'en tire bien en France. Il y a des milliardaires qui s'en tirent bien parce qu'ils ne sont qu'à moitié français, parce qu'ils ont déjà un petit peu quitté la France. Mais il n'y a pas un milliardaire qui a toute son assiette fiscale réunie en France et qui dit, bah oui, je m'en tire très bien. Non, il y a des sociétés milliardaires comme Amazon, par contre, qui viennent s'installer en France. Emmanuel Macron s'en réjouit avec le sommet Choose France en disant, c'est formidable, il y a des investissements étrangers. Amazon va ouvrir un hangar gigantesque dans le sud-ouest. De l'autre côté, telle société étrangère va fabriquer des batteries. Mais c'est pas pour notre compte, ça. Emmanuel Macron vend les turbines et ce segment d'Alstom aux Américains quand il est ministre de l'économie au milieu des années 2010, pour se réjouir de les racheter aujourd'hui aux USA pour 1 milliard, il y a une semaine environ, et en laissant dans l'intervalle les Américains être détenteurs des brevets qui permettent de contrôler ces turbines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on rachète des turbines pour 1 milliard qu'on avait vendues aux USA, et dans l'intervalle, on a perdu les brevets. Et à tout jamais, les Américains auront un droit de regard sur ce secteur d'activité, qui n'est plus du tout souverain par conséquent. Donc ça veut dire que vous avez quand même un président de la République qui se réjouit qu'il y ait de grosses sociétés qui viennent s'installer en France pour posséder finalement On est un pays sous-développé. On est un peu comme les pays d'Europe de l'Est à une période, qui justement avaient de la main-d'œuvre à bas coût. L'Ukraine en fait partie, elle fait pas partie de l'Europe, mais c'est un peu la même chose. On a délocalisé beaucoup de choses en Ukraine. Moi, je me suis rendu en Ukraine il y a 2 ans à peu près. Je retirais de l'argent dans un guichet en Ukraine pour payer un chauffeur qui m'avait accompagné pendant 2 jours. Je parle pas ukrainien, lui parlait pas anglais, et je retirais avec une carte bleue de société de la monnaie ukrainienne, et des liasses de billets sortaient pour l'équivalent de 200 €. Je donnais 200 ou 300 €. Et il me disait encore, et j'avais l'impression de me faire escroquer, mais en réalité, il y avait presque rien. Donc ça veut dire que vous aviez des pays justement comme ça, qui étaient peuplés de gens très pauvres, avec une main-d'œuvre à bas coût, avec des SMIC à l'équivalent de 200 ou 300 € chez nous. Je parle même pas des pays d'Afrique, pour lesquels on a ponctionné l'essentiel des ressources, qui aujourd'hui s'en sortent plutôt mieux que nous, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, même nous considérons que nous devons défendre leur souveraineté. Quand on parle de l'Ukraine, on dit que l'Ukraine doit être libre à tout prix, défendre sa souveraineté, qu'elle est dépendante de rien ni personne, et qu'elle est vraiment pas dépendante de la Russie. Selon les deals politiques d'aujourd'hui, il n'y a pas de proximité entre l'Ukraine et la Russie. Alors, l'Ukraine et la Russie, ça n'a rien à voir. Par contre, nous ne serions rien sans l'Union européenne. Ça veut dire que nous, la France, qui est quand même une nation qui fait partie des cœurs du monde, il faut le dire, ne pourrions pas évoluer, exister sans cette organisation qu'est l'Union européenne, et sans le fait d'avoir supplanté toutes les capacités de décision à l'UE, ou de régulation financière, ce qui est en train de se passer, parce qu'aujourd'hui on veut plus que l'autorité des marchés financiers puisse contrôler à échelle nationale, mais on veut créer des organismes européens qui contrôlent tout ça, et que ce soit uniquement les banquiers centraux de la Banque Centrale Européenne et des personnes sur lesquelles vous avez aucune prise. Parce que le problème c'est ça, c'est que lorsque vous avez regardé Bruno Le Maire par exemple, on en parlait précédemment, moi j'aimerais pas être à la place de Bruno Le Maire. Parce que, à sa place oui, avoir ses fonctions, mais pas dans sa situation. La place de Bruno Le Maire aujourd'hui, elle est terrible. Elle est la place de quelqu'un qui est en première ligne, et qui est en train littéralement de déposséder toute une population. Bruno Le Maire, on le force à faire ça. Il est pas. Lorsqu'il prend son portable, c'était à Gand en Belgique, et qu'il fait un selfie en disant nous devons avancer pour l'union des marchés de capitaux, et nous devons mobiliser l'épargne des Européens. On va y venir. Vous avancez un peu trop. On va y venir. Mais vraiment, j'aimerais qu'on revienne sur. J'aimerais qu'on parle. On vient de parler d'Emmanuel Macron juste avant,
qui accepte des sociétés étrangères et notamment américaines sur le sol français. Donc on comprend bien que le président français n'est pas dans un intérêt national. Non, pas du tout. Alors, quelle est la place des États-Unis, en fait? Voilà, est-ce qu'il y a une véritable ingérence économique américaine? On a vu le 6 juin la commémoration des 80 ans du débarquement américain sur les plages de Normandie. On a vu cette commémoration gigantesque avec le président à la fois américain et le président français. On comprend, si on lit entre les lignes, si on regarde entre les lignes, on comprend qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe. Au-delà de l'économie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ou dans l'esprit, pour le dire avec un langage plus châtié, du président américain? Si vous êtes capable de me le dire, j'ai envie de dire vous êtes bien la seule, parce que alors là c'est plus Emmanuel Macron qui alors on a vu, il a fait même un discours face à un pupitre avec le médaillon américain, le blason américain. Voilà, on a fait faire un tour à Emmanuel Macron avant qu'il soit président des États-Unis de toute l'Amérique intéressante. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est la chaîne Off Investigation qui a fait un documentaire remarquable qui s'appelle Macron l'Américain, justement, qui a narré cet épisode de Macron, et ce qui lui a permis d'ailleurs d'organiser des tours de table, on peut les appeler ainsi, pour amorcer le financement de sa campagne. Et Macron a appris beaucoup de choses aux États-Unis durant cette période-là. On lui a fait rencontrer des banquiers centraux, des financiers, beaucoup de banquiers, beaucoup d'industriels, et ça se passe depuis de nombreuses années. Lorsque Jacques Attali rédige un rapport en 2007 en disant qu'il y a trop de contraintes pour les chauffeurs de taxi pour obtenir une licence et qu'il faut à tout prix ouvrir les vannes, Jacques Attali préparait le terrain pour Uber. Il le sait, c'est de notoriété publique. C'est pas de la calomnie que je fais là. Tout le monde le sait. Uber n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une société qui aurait parfaitement pu être française. Vous pouvez créer une plateforme de paiement. Qu'est-ce qu'il faut pour Uber? Il faut un site internet, une application plutôt sophistiquée avec de la bonne géolocalisation et une SARL ou une SAS, une plateforme de paiement affiliée. Tout le monde peut le faire. Mais on impose que ce soit Uber et des Américains qui prennent le marché en France. Airbnb, c'est la même chose. Pour Amazon, c'est la même chose. Et on leur savonne la planche. Et dès lors que vous avez quelques manifestations et des personnes qui vous disent « Non, nous, on ne veut pas qu'il y ait un hangar Amazon qui s'installe ici », les puissances publiques font tout pour étouffer ces mouvements, que ce soit médiatiquement ou même avec des moyens policiers et parfois même militaires. Donc ça veut dire que les ingérences, elles sont là, tout simplement. On voit bien qu'il y a une facilité d'installation pour les sociétés américaines qui viennent ponctionner la richesse européenne par les deals politiques. Et ça, évidemment, que la Macronie le fait plus que d'autres. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais avec, je crois qu'il y a, un ou deux patriarches, et les autres sont des exécutants. Alors, on va parler maintenant de l'Union européenne, de cette déclaration de Bruno Le Maire concernant les 35 milliards d'euros d'épargne d'Européens qui dormiraient... 35 000 milliards. 35 000 milliards, pardon, d'épargne qui dormiraient dans des comptes, apparemment. Alors, pour lui, il faut mettre en place l'union des marchés de capitaux sans délai et il doit y avoir des progrès dès 2024. Pourquoi ce passage en force, cette accélération? Quelle est l'urgence? C'est très clair, l'urgence, c'est que si vous prenez le temps d'expliquer d'une façon démocratique aux gens que l'union des marchés de capitaux n'a rien à voir avec une union de ce qu'on appelle les marchés de capitaux, mais qu'elle est en réalité une union monétaire de réglementation qui va permettre de déposséder 450 millions ou moins, parce que ce sera peut-être plus ciblé, plus orienté de populations européennes via leur épargne, il y a peu de chances pour que ça passe. Donc évidemment, la première des choses, c'est de vous expliquer, il faut aller très vite. Christian Noyer, dans son rapport, j'ai lu tout le rapport, dès les premières pages, dit « Nous ne pouvons plus attendre ». Comme je répondais à Christian Noyer par médias interposés, lorsque l'on dit « je ne peux plus attendre », c'est que l'on est soit une jeune fille de 15 ans, soit quelqu'un qui est en train de préparer un mauvais coup.
Et je crois que Christian Noyer n'est ni une jeune fille et qu'il est un petit peu plus âgé. Donc je ne comprends pas pourquoi un ministre de l'économie, toute une gouvernance, un ancien gouverneur de la Banque de France vous explique « nous ne pouvons plus attendre, nous devons mettre en place l'union des marchés de capitaux », alors qu'en réalité, au-delà de ne pas pouvoir attendre, nous ne devons surtout pas la mettre en place, et que deuxièmement, ça n'est pas une union des marchés de capitaux. Pour le commun, et pour vos auditeurs, si on vous demande de définir l'union des marchés de capitaux, personne ne saura dire à quoi ça correspond. Et moi j'ai parlé avec beaucoup de personnalités, je citerai pas de nom, parce que ce sont des personnes que j'apprécie parfois même, mais qui justement se trompent dans leur démarche. On arrive à parler de l'union des marchés de capitaux, et je pense à quelqu'un qui a assumé de hautes fonctions, avec lequel j'ai échangé il y a pas longtemps, je lui dis « mais ça correspond à quoi selon toi ?» Et il a été incapable de m'expliquer ce à quoi correspond l'union des marchés de capitaux. Parce que ce qu'on appelait les marchés de capitaux, ça, on sait ce que c'est. Vous avez des capitaux et vous avez des marchés. Ça veut dire que vous avez même parfois des unions, donc monétaires, ou des unions réglementaires, et dans ces unions, vous avez plusieurs pays, et vous avez des sociétés qui peuvent entrer au capital pour en prendre le contrôle, pas seulement pour que des paiements puissent s'acquitter, d'une société qui est déclarée dans un autre pays. Ça veut dire que si vous avez une union des marchés de capitaux, en théorie, vous avez une libre circulation des capitaux, et si vous avez une union qui est, on va dire par exemple, France, Italie, Allemagne, vous allez pouvoir très facilement entrer au capital avec des capitaux français dans une société qui est allemande, et en prendre le contrôle. Par contre, si vous allez prendre le contrôle d'une société autrichienne, elle fait pas partie de votre union des marchés de capitaux, donc il n'y a pas de libre circulation des capitaux, ça va être plus compliqué. Les marchés de capitaux, c'est ça. Et la libre circulation des capitaux, ça existe depuis longtemps, depuis l'Europe de Delors. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi, j'apporterai même pas mon point de vue sur le sujet, on y est depuis tellement longtemps que, effectivement, qu'on soit... Aujourd'hui, on n'en est même plus à dire que l'on soit pour ou contre la mondialisation, on en est plutôt à dire que, par la force des choses, il va y avoir une démondialisation, voulue ou résultant d'un massacre, ce qui est à craindre, qu'il soit écologique ou mais pas au sens de la doxa écologique, mais ou sociétal, ou même monétaire. Et la libre circulation des capitaux a fait partie des segments essentiels de la mondialisation financière. Et ça fait très longtemps que nous y sommes. Et la libre circulation des capitaux, on en est usagé, on connaît ça sans problème. Et l'union des marchés de capitaux, on connaît aussi. Il y a déjà des unions monétaires, donc on peut dire qu'il y a une libre circulation des capitaux au sein de toute notre union monétaire en Europe. Donc le sujet n'est même pas là. Qu'est-ce qu'une union des marchés de capitaux? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Et là, vous lisez le rapport Noyer, et vous apercevez que ça n'a rien à voir avec des marchés de capitaux. Christian Noyer vous dit il faut créer un produit d'épargne européen, parce que nous ne pouvons plus assumer la retraite. Donc, il va falloir financer la retraite par le produit d'épargne. Le produit d'épargne, vous vous apercevez que c'est un peu comme ce que je disais précédemment sur la libre circulation des capitaux. Il y en a déjà, dans tous les pays européens. En réalité, ils étaient pas très séduisants, et personne n'avait trop envie d'y mettre son argent, et de moins en moins aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez une union des marchés de capitaux qui n'en est pas une, qui est en train d'être créée. Quand vous grattez, vous vous apercevez que cette union des marchés de capitaux, c'est en réalité principalement la création d'un produit d'épargne en vue de titriser les réserves financières des Européens. Donc ça veut dire que, pour être très clair, les Européens vont souscrire au produit d'épargne. Christian Noyer dit on ne sait pas encore exactement comment, pourquoi, on en reparlera au mois de juin. Si ça passe, on y réfléchira. Et il faut trouver un moyen. Donc ce sera peut-être par la contrainte, hein. Comme je dis régulièrement, lorsque vous souscrivez à la CARSAT ou aux caisses de retraite, quand vous êtes salarié ou entrepreneur, on vous demande pas votre avis. Vous dites pas j'ai envie de cotiser. On vous envoie un courrier, vous devez cotiser. Lorsque vous payez votre URSSAF ou ces choses-là, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on ne vous les prélève pas avec une année d'avance, mais ça c'est encore un autre problème. Et donc, il va falloir créer un produit d'épargne avec une charte assez stricte, pour ainsi dire, pour imposer à la population d'y mettre son épargne, ou une partie de son épargne. Et cette épargne va être bloquée. Tout le monde s'accorde, parmi ceux qui veulent l'union des marchés de capitaux, à dire qu'il faut que le terme soit long, parce qu'il n'y a pas suffisamment de termes longs selon eux. Aujourd'hui, si on a des comptes à terme, on bloque son épargne, mais on peut la sortir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'épargne soit bloquée longtemps. Et là, on revient à l'inflation. Que vaudront 100 000 euros, par exemple, bloqués aujourd'hui dans 10 ans?
celui qui est capable aujourd'hui, en étant au bord du précipice auquel nous sommes confrontés, de dire ce que vaudront 100 000 euros d'aujourd'hui dans 10 ans, je lui tire mon chapeau. Et Christian Noyer vous dit dans cette période-là, le volume de titrisation, pour être clair, c'est la création non bancaire, ce qu'on a appelé le shadow banking, la finance de l'ombre. Mais normalement, la finance de l'ombre ne devrait pas être opérée par des souverains. Nous, on n'est plus souverains, puisqu'on n'a pas de souveraineté monétaire. Mais le souverain, c'est un souverain européen. Donc c'est moi qui suis contre l'Europe, malheureusement, je m'aperçois qu'on est déjà européen, et qu'il y a déjà une souveraineté européenne. C'est ça qui est dramatique, c'est que il y a une souveraineté européenne qu'on ne veut pas, mais qu'on nous a imposée. Et d'ailleurs, on nous bassine avec ça sur tous les plateaux de télévision et de radio depuis déjà 2005, alors que nous avions voté non pour l'Europe et qu'on nous l'a imposé, et que la consultation pour précédemment Maastricht et la Banque Centrale Européenne avait été très arbitraire, et que nous n'avons jamais respecté les codes d'ailleurs, donc on aurait dû en sortir. Mais il y a déjà une souveraineté puisque notre monnaie, elle est européenne, et notre réglementation, elle est de plus en plus européenne. Donc, ça veut dire que on va bloquer notre épargne pendant un terme assez long. Dans l'intervalle, les dirigeants vont faire des paquets financiers avec cette épargne. Étant donné qu'elle est bloquée, ils peuvent la faire travailler, elle peut gagner parce qu'il y a de l'inflation, ils peuvent faire des choses avec, ils vous la rendent dans 10 ans. Et donc ils génèrent de la richesse, puisqu'ils travaillent. Moi, si je vous donne 100 000 euros et que je vous dis vous me les rendrez dans 10 ans, peut-être que vous me rendrez 100 000, effectivement, mais que vous aurez gagné 2 ou 3 millions dans l'intervalle, si vous vous débrouillez bien. Et c'est exactement le principe de la titrisation. Et c'est tout simplement une dépossession de l'épargne privée par les autorités qui vous disent tout simplement il est bien meilleur pour la société que vous travaillez pour gagner de l'argent et que vous entrepreniez pour gagner de l'argent, mais que nous vous mobilisions cet argent, donc le résultat de votre travail et votre richesse, pour ainsi dire, pour faire ce qu'il faut faire, pour entreprendre les démarches nécessaires pour la transition écologique, pour la transition numérique, et toutes les mythologies en vogue auxquelles il faut absolument adhérer. Pour le bien de l'Union européenne. Pour le bien de l'humanité même. Pour le bien de tout le monde, parce que sinon la planète va disparaître si on n'accorde pas des lignes de crédit à des sociétés allemandes, par exemple, qui fabriquent des éoliennes et qui vont massacrer le paysage d'Étretat et qui ne sauvent en rien la planète, par contre, ni la souveraineté énergétique. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Donc l'union des marchés de capitaux, pour répondre très clairement à votre question, puisque c'était l'objet, ça n'est pas une union des marchés de capitaux. Le gouverneur de la Banque de France actuel, François Villeroy de Galhau, a déclaré lui-même sur France Inter « Nous devrions plutôt l'appeler l'union de l'épargne et de l'investissement ». Il a raison, parce que c'est une union de ponction de l'épargne pour des investissements qui seront décidés et dirigés. Ce qu'on peut juste ajouter pour nos spectateurs, c'est que ce rapport de Christian Noyer est facilement téléchargeable sur Absolument. le site du gouvernement, donc tout le monde peut aller y jeter un coup d'œil, ce que j'ai fait moi. Il y a des fautes d'orthographe, il manque des mots par ailleurs. 90 pages, en tout cas ça se parcourt, il y a même un résumé, je crois, moi j'ai trouvé les points qui étaient abordés, donc moi j'invite les spectateurs à se pencher dessus. Voilà. Tout à fait, parce qu'il est très clair et on comprend très clairement ce à quoi correspond l'union des marchés de capitaux, en le lisant. Effectivement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre la monnaie commerciale et la monnaie banque centrale ? Ah oui, c'est intéressant, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est peu de personnes le savent, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle d'argent, on a l'impression que la monnaie est toujours la même et depuis la nuit des temps. Là, il y a deux catégories principales de monnaie, sans parler, parce que je vois déjà dans les commentaires de personnes qui disent « oui, mais aujourd'hui on a un système de monnaie-dette, parce que le système obligataire a fait qu'on s'est surendetté », c'est encore un autre sujet. Mais dans le système monétaire actuel qui fait foi, c'est-à-dire que vous avez un monde avec la totalité des pays qui ont une banque centrale, sauf quelques petits États qui sont affiliés à d'autres banques centrales. Par exemple, la Monaco, on avait parlé de créer une banque centrale à Monaco il y a quelque temps, j'avais même été consulté sur le sujet encore récemment par l'ancien directeur du SICFIN, sur Monaco et la situation monétaire de Monaco. Monaco n'a pas de banque centrale, mais ils sont affiliés à la Banque Centrale Européenne. Andorre, que je connais bien également, n'a pas de banque centrale. Il y a une organisation Andorre qui fait office de banque centrale. Et
mis à part quelques petits États et principautés marginales et marginaux, vous avez tous les pays ou tous les regroupements de pays, donc aujourd'hui l'Europe également, qui a sa banque centrale européenne, qui réunit toutes les banques centrales nationales. La banque centrale émet de la monnaie banque centrale. Ça, c'est la base monétaire. La monnaie banque centrale ne passe jamais dans l'économie. La monnaie banque centrale, c'est une monnaie qui est disponible uniquement sur les comptes des banques commerciales qu'elles détiennent à la banque centrale. Vous et moi n'avons pas de compte à la banque centrale, les banques commerciales, BNP, toutes ont un compte à la banque centrale. Sauf que dans cette base monétaire, il y a également les pièces et les billets, qui sont les seuls segments de monnaie banque centrale qui circulent dans l'économie. Ça veut dire que lorsque vous avez un billet de 10 euros, vous avez l'équivalent des 10 euros qui sont crédités sur le compte d'une banque commerciale, d'une banque de second rang, auprès de la banque centrale. Ça, c'est le seul élément réellement, les pièces et le billet représentent le seul élément de base monétaire qui passe dans l'économie. Sinon, la monnaie banque centrale passe jamais dans l'économie, à part les pièces et les billets. Et après, vous avez la monnaie scripturale, qui est une monnaie scripturale numérique aujourd'hui. Puisqu'il n'y a pas de grand livre de registre, pour ainsi dire, écrit au stylo dans les banques, mais la monnaie scripturale est numérique, qui correspond à l'octroi de crédit par les banques commerciales. Donc étant donné que les banques commerciales ont l'autorisation d'avoir, si on parle de l'Union Européenne et de l'Eurozone par exemple, seulement, et encore elles ne les ont même pas, 1% de réserve prudentielle par rapport à la totalité des crédits qu'elles ont octroyés, ça veut dire en réalité qu'elles sont obligées de détenir 1% de vraie monnaie, de monnaie banque centrale, par rapport à la totalité des crédits qu'elles octroient en monnaie scripturale, puisqu'elles n'ont pas la possibilité d'octroyer de la monnaie commerciale, de la monnaie banque centrale, et qu'elles ne peuvent octroyer uniquement de la monnaie commerciale. Donc lorsque vous obtenez un crédit, vous avez de la monnaie commerciale. Ça, c'est un point essentiel. Si, pour bien comprendre réellement, pour vos auditeurs ou téléspectateurs, quand vous avez un compte avec 10 000 euros, par exemple, à la BNP, ou dans quelconque organisme bancaire, ça signifie que la BNP s'engage à faire avec les 10 000 euros de monnaie scripturale que vous avez sur ce compte, tout ce que pourrait faire de la monnaie banque centrale, puisque les États reconnaissent seulement la monnaie banque centrale. Ce qui est reconnu, c'est la monnaie banque centrale. Mais les banques commerciales ont ce privilège depuis la nuit des temps, et ça s'est fait sur des siècles, d'émettre de la monnaie et de se substituer aux banques centrales. Donc ça veut dire que la banque commerciale s'engage à faire l'équivalent avec de la monnaie scripturale de ce que vous auriez fait avec de la monnaie banque centrale. Au même titre que si vous ne payez pas, par exemple, vos impôts que vous payez avec un virement, si vous faites un ordre de virement pour l'URSSAF, vous envoyez de la monnaie scripturale directement. Il n'y a pas eu de monnaie banque centrale. Par contre, mieux que ça même, si vous faites passer 10 000 euros de votre compte de la BNP au Crédit Agricole, c'est de la monnaie scripturale qui est passée. Par contre, si vous allez à la BNP et que vous retirez vos 10 000 euros, vous pouvez retirer 10 000, voilà, là, la BNP est obligée de piocher dans ses réserves, qui sont minces, de monnaie banque centrale, et la monnaie scripturale, elle l'efface après, mais celle-ci ne valait pas grand-chose, elle n'existait pas, et elle pioche dans ses monnaies de réserve banque centrale, dans ses réserves de monnaie banque centrale, pour vous donner de la vraie monnaie banque centrale, que seule la banque centrale a eu le droit d'imprimer, c'est-à-dire sous forme de pièces et de billets. Donc voilà la différence entre monnaie banque centrale et monnaie scripturale. Si je puis me permettre, si vous avez 2 minutes, si je puis dire, un point qui est intéressant aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a les crypto-monnaies qui sont en train d'apparaître. Il y a aussi les monnaies numériques de banque centrale dont on parle, qui n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies. Il y a une chose qui est très importante à comprendre. C'est que, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, il a été communément admis que les banques commerciales avaient un privilège exorbitant, je dirais, c'est-à-dire celui de pouvoir se substituer à la banque centrale en garantissant la monnaie scripturale comme étant l'équivalent de la monnaie banque centrale. Et aujourd'hui, vous avez, on ne sait pas vraiment pourquoi, ça s'est fait sur des siècles, et après on a compris que le système fonctionnait ainsi, et il y a de grandes familles qui ont été de grands banquiers, vous avez de grandes familles qui ont créé la réserve fédérale, je pense au Rockefeller aux États-Unis, puisque les banques centrales dont la réserve fédérale fait partie garantissent le système bancaire de second rang. Et aujourd'hui, vous avez de nouvelles banques de crypto-monnaies et de nouveaux systèmes de paiement qui semblent être apparus par l'opération du Saint-Esprit. Binance, qui est quand même une plateforme d'échange qui fait passer 95% des paiements en Bitcoin.
en tout cas jusqu'à présent, est une plateforme qui est reconnue par la Banque Centrale Européenne, et qui est reconnue aussi par la Réserve Fédérale, qui use de stablecoin, donc qui est le stablecoin, le seul passage d'entrée finalement entre les monnaies fiat, la monnaie fiduciaire, la vraie monnaie, la monnaie du système financier traditionnel, vers le système de crypto-monnaie. Et Binance a été approuvé, alors que son siège social est totalement flou. Essayez de comprendre l'organigramme de Binance. Ils sont installés aux Maldives, c'est très compliqué, il y a une opacité totale sur l'organisation. Ils font passer 95% de ovni monétaire des paiements d'un ovni qui s'appelle Bitcoin, qui a quand même été créé par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Je veux dire que vous avez quand même une plateforme d'échange dont on n'arrive pas à tracer l'origine exacte, qui reconnaît comme principale crypto-monnaie Bitcoin, qui représente 1200 milliards ou 1300 même peut-être, ou même plus, dans ces eaux-là de capitalisation boursière aujourd'hui, qui est reconnue par la Banque Centrale Européenne et par la Security Exchange des États-Unis. Mais il n'y a jamais eu pareille supercherie depuis ce que Maurice Allais comparait comme étant l'équivalent d'impression monétaire par des faux monnayeurs, c'est-à-dire le privilège accordé aux banques de second rang, aux banques commerciales. Ça veut dire que ce qu'on a fait il y a des siècles aux banques commerciales, nous sommes aujourd'hui en train de faire à quelques sociétés, que sont Binance, ce sont des plateformes d'échange, et quelques plateformes de paiement, et quelques crypto-monnaies, sur lesquelles on entretient une opacité des plus extrêmes. Et ça, c'est un sujet très important, que personne ne traite aujourd'hui, parce que tout le monde a l'impression que les crypto-monnaies sont décentralisées. Je dis non, les crypto-monnaies sont pas du tout décentralisées, vous avez l'impression qu'elles sont décentralisées parce qu'elles sont autorisées. Mais Bitcoin, vous pouvez le comparer à 1 kilo de cocaïne, un bitcoin. Si demain on vous interdit de faire une transaction en bitcoin, parce que les banques diraient « Non, mais on n'a pas le droit de créer une nouvelle monnaie qui vient concurrencer les monnaies fiat et qui prétend être une monnaie qui fait passer des paiements. » Parce qu'aujourd'hui on vous interdit même de plus en plus l'usage de l'argent liquide, parce que le prétexte c'est que ça peut favoriser la lutte, le terrorisme ou le travail au noir. Et par contre, sur les crypto-monnaies, là, les banques centrales sont plutôt fair-play, ou alors elles montent un peu sur leurs ergots pour au final dire « mais malgré tout on approuve, on laisse passer, on reconnaît les plateformes d'échange, tout ça est parfaitement légal, ça n'est pas illégal. » Demain, si vous interdisez Bitcoin, vous pouvez faire des transactions en Bitcoin qu'en peer-to-peer de façon illégale. Mais ça, aujourd'hui, vous pouvez vous vendre entre deux individus 1 kilo de cocaïne, de façon illégale. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas à l'abri de poursuites judiciaires, et ça veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire, mais c'est parfaitement illégal. Et c'est très marginal, justement, parce que c'est illégal. Si la cocaïne était légale, parce que le prétexte serait de dire « on peut pas l'empêcher », il y aura toujours des gens qui s'en vendront, qui en consommeront. Je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup plus de ventes et de transactions sur des kilos de cocaïne. Et c'est exactement la même chose sur Bitcoin. Bitcoin est à 100% légal, reconnu par les autorités de régulation, alors qu'on ne sait pas qui l'a créé, alors que les plateformes d'échange qui permettent de faire passer 95% de ces transactions évoluent dans une totale opacité qui va à l'encontre des règles que l'on impose même à toutes les banques, et que vous avez même des plateformes d'échange comme Binance, pour les principales, qui se substituent à des banques sans être des banques. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un compte sur Binance et que vous vendez votre Bitcoin à 70 ou 75 000 dollars, ou euros ici, vous allez être crédité de 75 000 euros, donc premièrement vous voulez acheter votre Bitcoin, vous faites un virement sur Binance. Binance va vous envoyer un ordre avec un compte qui n'est jamais le même, et qui est parfois installé en Allemagne, avec des organismes qui sont installés en Lituanie, en Allemagne, dans des pays sans cesse différents. Là vous envoyez de l'argent, donc de la monnaie fiat, depuis votre compte à la BNP par exemple, ça se retrouve sur un compte là aussi sur lequel il y a une totale opacité, alors que toutes les autres grosses sociétés, vous prenez même LVMH aujourd'hui, ils ont des comptes principaux dans des grandes banques qui sont connues, notamment BNP Paribas ou HSBC. Après je dis pas qu'ils ont pas d'autres banques et qu'il n'y a pas de diversification, mais c'est traçable, ils ont pas des milliers de comptes, et à chaque fois, pour chaque client ou fournisseur, des IBAN différents. Binance, c'est pas la même chose. Eux, ils ont des systèmes totalement différents à chaque fois, donc vous envoyez de l'argent sur Binance. De cette façon-là, le cours du Bitcoin monte, vous avez envie de vendre votre Bitcoin. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un ordre, vous dites je veux vendre mon Bitcoin. Binance vend son Bitcoin. Je me demande même comment ils font pour pouvoir opérer un principe de règlement livraison
sans être sanctionnés par les régulations, parce qu'il faudrait qu'ils détiennent toutes ces quantités de bitcoin. Donc s'ils font 95% des volumes de transactions, ça reviendrait à assumer qu'ils ont 95% des bitcoins en réserve, ce qui n'est pas le cas par la force des choses. Donc ça veut dire qu'il y a un système pyramidal, ce qui est fondamentalement interdit, qui est opéré par Binance, qui est reconnu par la Commission européenne, la BCE, la Réserve fédérale et la Security Exchange. Alors que Bernard Madoff est parti en prison pour 120 ou 130 ans pour avoir créé un système pyramidal. Donc vous vendez votre bitcoin. Au moment où vous vendez votre bitcoin, Binance vous crédite sur votre compte Binance de 70 000 euros si vous le vendez au moment des 70 000 euros. Et là, après, vous allez faire un virement si vous voulez récupérer vos 70 000 euros. Mais comment Binance, sans être une banque, peut avoir des réserves de cash en monnaie fiat et opérer des règlements livraison? Ça veut dire que finalement, on a, par manœuvre médiatique tout simplement, et populaire, et aux États-Unis, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a nul doute sur les origines de Bitcoin. Bitcoin est un système qui a été créé par les États-Unis, par ce qu'on appelle l'État profond américain. C'est pas du complotisme de le dire, hein, c'est pas c'est au même titre que bien des choses avaient été instrumentalisées par l'État profond américain, c'est-à-dire ce système prodigieux par ailleurs qui a réussi ses opérations bien souvent, qui use d'un pouvoir à la fois médiatique, mélangé à du soft power, un exercice politique, un pouvoir militaire, une extraterritorialité de droit, beaucoup de faste, et qui a toujours cet aspect, je disais littéralement fascinant, prodigieux, d'osciller entre deux états. C'est-à-dire, ce qui rapporte de l'argent et ce qui fonctionne. Nous le faisons. Et de l'autre côté, ce qui peut nous mettre en danger, nous le détruisons à tout prix. Les États-Unis ne s'en sont jamais pris aux Algériens ou aux Tunisiens, concrètement. Par contre, ils ont reconnu comme État voyou l'Iran, parce que l'Iran, par rapport à la nation, au sens d'État-nation et à la qualité de sa population, ils sont très éduqués, les Iraniens, ce sont des gens qui sont vraiment très brillants, et une grosse économie pouvait mettre à mal la puissance américaine. Et on a vu les États-Unis détruire bien des pays, et bombarder le Japon, et c'est pour ça que les Japonais ont une rancœur également à l'endroit des États-Unis, et ça c'est l'état d'esprit américain. Et aujourd'hui les Américains, qui sont les seuls patrons du système, ont compris que le système de monnaie fiat, et du dollar également, perdait en puissance. Nous en Europe, on a un état d'esprit totalement différent. Les politiques en tout cas. C'est que les politiques interdisent les populations de penser par rapport à la réalité. Et bien souvent il y a des théories qui sont interdites, qui sont complotistes, qui une année après finalement sont la réalité. Vous voyez, par rapport à la Russie, je disais précédemment que moi j'ai aucune amitié pour les Russes. J'ai aucune amitié pour les Ukrainiens non plus. À la rigueur, j'aurais même plus d'amitié culturelle pour la Russie, parce que c'est une plus grande nation, que pour l'Ukraine. Mais ça me fait pas prendre position dans le conflit, c'est pas le sujet. Mais lorsque j'ai dit, au début du conflit, et j'ai signé des papiers là-dessus, j'ai fait passer des papiers de plusieurs personnalités, dont Jacques Sapir dans Géostratégie, l'économie russe ne pourra pas décliner comme Bruno Le Maire le prévoit, c'est impossible par rapport à ça et ça. On m'a dit, attention, si tu dis ça, c'est du soutien à la Russie. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec du soutien, je l'étaye par rapport à des raisons fondées qui sont d'ordre économique et monétaire. Et quelques mois plus tard, le FMI disait, nous révisons nos prévisions, l'économie russe. Mais c'est pas être pro-russe de dire que l'économie russe s'est pas effondrée. Ça n'a rien à voir. Et donc nous, les Européens, nous interdisons de penser. Pas les Américains, parce que les Américains veulent rester les meilleurs. Les Européens, nous ne voulons pas rester les meilleurs. Donc les Américains ont compris que le système monétaire était en train de battre de l'aile, et qu'il allait y avoir une numérisation totale, d'une part, du système monétaire, et d'autre part, un engouement pour ce qui est décentralisé. Parce que la seconde phase, c'est que nous, on est un peu plus expérimentés, mais pour le commun, c'est pas arrivé encore jusqu'à lui. Mais il y a un moment où tout le monde va se dire, un peu comme beaucoup disent aujourd'hui, les médias sont instrumentalisés. On le disait pas beaucoup il y a 10 ans. Et d'un seul coup, tout le monde va dire, oui, mais la monnaie, ça vaut rien. On s'aperçoit que c'est instrumentalisé. Il y a l'union des marchés de capitaux, moi on me pique mon épargne, là, il y a tant d'inflation, les pays ne veulent plus discuter entre eux, il y a plus de diplomatie, donc forcément, on peut plus gérer entre banques centrales, puisqu'on gèle les avoirs russes, comment on va faire après pour se régler, par exemple, l'excédent qu'on doit à la Russie, qu'est-ce qui va se passer? Donc on se dira, le système monétaire, c'est fini. Il faut des alternatives, il faut qu'il y ait des paiements qui soient effectués, sinon comment on fait fonctionner l'économie? Et là, vous allez avoir un engouement pour ce qui est
décentralisés, c'est-à-dire ceux qui ne seraient pas contrôlés par les banques centrales, ou en tout cas par une élite dirigeante. Et ça, c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on vous dit, les crypto-monnaies sont décentralisées, et vous ne vous apercevez même pas finalement que 95% des volumes de transactions, comme je le disais, se sont faits par une plateforme d'exchange, mais pas en peer-to-peer, que pour qu'il y ait une intégration de monnaie fiat, de monnaie traditionnelle vers du Bitcoin, il faut passer par ce qu'on appelle des stablecoins, qui sont là aussi créés dans une forme d'opacité et principalement en dollars. Les stablecoins, c'est du dollar, c'est pas du yuan aujourd'hui, hein. C'est principalement les sociétés Tether, et il y a deux sociétés principales qui émettent les deux principaux stablecoins en dollars. Donc par rapport à la profondeur du dollar, et parce que c'était justement le principe américain. Donc on s'aperçoit d'un seul coup finalement, tout le système de crypto-monnaie, c'est un système américain, en réalité, qui mime exactement le système monétaire précédent, mais à la mode d'aujourd'hui. Et que les nouvelles banques, les nouveaux privilèges qui ont été octroyés sans qu'on s'en aperçoive et sans qu'une légitimité doive forcément être exprimée, ce sont les plateformes d'échange, et certains systèmes de paiement, et les stablecoins qu'on a créés. En tout cas, ce que je comprends, c'est que vous vous interpellez sur ces crypto-monnaies, voilà, qu'il faut quand même y faire attention et ne pas se laisser... Ne croyez pas surtout que c'est ce que vous sentez, ce que vous pensez ou ce que vous espérez, voilà. Un mot tout de même sur la monnaie numérique européenne qu'on annonce, que Christine Lagarde a annoncé, qu'on attend et finalement qu'on ne voit pas arriver. Alors là, il y a plusieurs raisons, parce que justement, voilà, la monnaie numérique de banque centrale, pour faire court, c'est pas une crypto-monnaie, puisque là, elle est centralisée, c'est tout simplement une monnaie banque centrale, et là, j'ai expliqué précédemment ce qu'était la monnaie banque centrale, contrairement à la monnaie structurale, qui sera diffusée directement de la banque centrale à la population, sans passer par les banques commerciales. Ça veut dire que plutôt, finalement, et la banque centrale dit, ça va pas remplacer les pièces et les billets, mais ça va les complémenter, ça veut dire que c'est de la monnaie banque centrale que vous avez d'une façon aussi certaine que les pièces et les billets, puisque c'est une monnaie qui est garantie par la banque centrale. Je rappelle que la monnaie structurelle n'est pas garantie par la banque centrale, sauf que lorsque vous avez 10 000 euros cachés chez vous ou dans un coffre, vous pouvez être le pire des truands, vous avez ces 10 000 euros, et si vous partez même en prison, on peut imaginer que vos légataires ou vos proches récupèrent ces 10 000, alors que si vous avez 10 000 de monnaie banque centrale de façon numérique sur votre compte à la banque centrale, et que vous avez violé 10 enfants, pour la situation la plus extrême, j'imagine que la banque centrale va pas vous remettre vos 10 000 euros, remettre les 10 000 euros à vos proches. Alors ça, c'est dans la situation du pire des truands. Mais il y a aussi la situation, finalement, de celui qui n'a pas son passe lors d'une période de privation quelconque, et à qui on va dire on fait plus passer les paiements sur le compte de Cash Plus, puisqu'il s'appellerait Cash Plus vraisemblablement, de monnaie banque centrale, si vous n'avez pas validé votre cash sur l'application, votre passe. Et puis il y a aussi celui peut-être qui aura une amende, et on va lui voler ça. Moi je suis pour la circulation de l'argent liquide lorsqu'on le peut, pas pour faire du trafic, justement, mais pour qu'il y ait une proportion populaire. Quand on me demande des conseils, je donne pas de conseils, mais je donne des impressions, c'est pas du conseil, mais mon impression, c'est que si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes dans le système bancaire, il vaut mieux pas que vous soyez dans le système bancaire européen, parce que là, ça va sentir vraiment le roussi, il vaut mieux être plutôt en Suisse qu'en Europe, et plutôt aux États-Unis qu'en Suisse, et peut-être même plutôt au Moyen-Orient qu'aux États-Unis. Et si vous avez peu d'argent, si vous avez de l'argent liquide, même lorsque vous laissez un pourboire à un serveur, c'est pas la même chose que si vous avez tapé sur le PDA 15% de pourboire. Parce que s'il a une opposition administrative parce qu'il a pas payé ses PV, le pauvre type, et qu'il n'y a pas d'argent devant lui, il aura rien pour vivre pendant quelques jours. Je veux dire par là que celui qui a pas un rond devant lui aujourd'hui, si on lui donne un pourboire sur son PDA, c'est pas la même chose que si on lui donne en liquide. Voilà, donc la monnaie numérique de banque centrale, ce sera de la monnaie banque centrale diffusée directement par la banque centrale sur un compte que vous aurez à la banque centrale, puisque la banque centrale a décidé de ne plus être une banque centrale. Donc voilà, c'est une forme de... c'est une transsexualisation de la banque centrale, si vous voulez, qui est plus comme c'est à la mode aujourd'hui, qui se dit, pourquoi je serais une banque centrale? Je peux être aussi une banque commerciale. Et la banque centrale vous dit, moi aussi je peux vous diffuser un compte, et moi aussi je peux décider si votre argent... La banque commerciale était le fusible et était le médiateur. Parce que sur un territoire déterminé, lorsque vous aviez même des banques
dites régionales, mais ça on en parlait plus aux États-Unis, mais ici des banques territoriales, vous aviez des banquiers qui connaissaient les économies des territoires. Les banquiers savaient si un projet valait le coup et s'ils pouvaient s'engager à libeller de la monnaie scripturale, donc garantissant de la monnaie banque centrale, pour octroyer un crédit à une société ou à un particulier. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Déjà que les banquiers locaux n'ont plus de pouvoir, ce sont uniquement les banques nationales qui décident. On vous dit, ce sera même plus les banques, ce sera directement la banque centrale qui décidera. Par ailleurs, le système de monnaie banque centrale, pour terminer là-dessus, qui est quand même, c'est important à préciser, n'aura rien à voir, la monnaie numérique de banque centrale, avec la monnaie fiat, parce que c'est une seconde structure monnaie banque centrale qui est émise par la monnaie banque centrale. Mais si toutes les banques centrales coopéraient entre elles depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la création du FMI, de la BRI, là, au XXe siècle, là, ce sera plus le cas. On a viré les Russes de la BRI. Les Russes ne sont plus invités au conseil de la BRI. Et les Russes vont créer eux aussi leur monnaie numérique de banque centrale. Est-ce que vous croyez que lorsque nous allons créer la monnaie numérique de banque centrale, les Russes vont dire, alors, vous nous avez viré de la BRI, vous nous avez privé de SWIFT, mais on accepte, là, de créer notre monnaie numérique de banque centrale qui sera encadrée par la BRI et dont les paiements seront effectués par SWIFT. Je lisais un papier dans les Échos dans lequel était relayée l'information que SWIFT vise justement à s'adapter aux monnaies numériques de banque centrale et qu'il souhaite faire passer les paiements de toutes ou de la majorité des monnaies numériques de banque centrale. Déjà, ils peuvent oublier les Russes et les pays amis des Russes, ou ennemis rivaux des États-Unis, parce que les Chinois ne vont pas accepter non plus que ce soit SWIFT qui fasse passer les paiements de leur yuan numérique. Donc là où il y a aussi une paralysie de la pensée, c'est qu'aujourd'hui on veut pas comprendre que le système est en train de se dépolariser, que la création des monnaies numériques de banque centrale correspondra à une archipélisation de la monnaie, mais ne sera pas aussi universelle que le système de monnaie fiat traditionnelle. Voilà. Pour terminer, Tom Benoît, qu'est-ce qui attend la France aujourd'hui sur le plan économique? Vous avez cité tout à l'heure l'Argentine, la Grèce, on peut aussi citer la Grèce. Ah ouais, bien sûr, on peut citer la Grèce, parce que la Grèce c'est un pays qui est très touristique, qui a des bons points de croissance aujourd'hui, qui s'en sort plutôt bien, et pour lequel on nous a expliqué qu'on les avait sauvés, parce que on les avait contraints à avoir l'euro, ce qui n'était pas du tout adapté à leur économie, et étant donné que ça les a amenés dans le mur, on est venu leur prêter de l'argent par des effets de levier très financiers qui correspondent pas du tout non plus à leur économie, et donc on les a sauvés. Bon, je sais pas s'ils peuvent nous dire merci, ou si on peut leur dire pardon, ou peut-être entre les deux, finalement, est-ce qu'ils étaient bons amis, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que pour tous les pays qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des pays qui ont des économies fortes, qui pourraient redevenir des États-nations, vous savez, moi je rêve que la France redevienne un État-nation, réellement, j'en rêve. Parce qu'on a une nation aujourd'hui, si elle se réveillait, qui pourrait redevenir non seulement une grande puissance, mais surtout au sein de laquelle il pourrait faire bon vivre, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les deals politiques a massacré le pays, littéralement. Donc ça veut dire que si on quittait la zone euro aujourd'hui, et si on était quelques-uns également à reprendre le pouvoir, mais avec bon sens, parce qu'il faut pas quitter la zone euro pour faire tout ce que font les personnes qui sont aujourd'hui les acteurs fossoyeurs de l'eurosystème. Il faut quitter la zone euro pour pouvoir adapter justement notre système monétaire à la réalité de notre économie et être réellement compétitif, prendre des décisions qui puissent favoriser sur tous les plans. Vous savez, vous regardez, le Rassemblement national, ils veulent rester dans l'euro. Ils veulent pas d'immigration, mais ils veulent rester dans l'Europe qui favorise l'immigration, mais ils veulent augmenter le pouvoir d'achat mais pas avoir de souveraineté monétaire. La France insoumise, ils veulent taxer les riches à tout prix, mais ils veulent surtout pas accorder de faveur aux plus démunis, hein. Vous entendrez jamais Jean-Luc Mélenchon ou Manon Aubry ou des insoumis dire « Moi, si j'arrive au pouvoir, je réduis considérablement de 40% la taxation, les prélèvements obligatoires pour toutes les petites sociétés qui font moins de 20 millions, il faudrait le faire, mais même eux, s'ils ont un état d'esprit un peu plus populaire, à dire « Allez, au moins, pour ceux qui font moins de 100 000 par an, on réduit quand... » Non, jamais. Eux, tout ce qu'ils disent, c'est on va taxer les riches. Merci, vous allez taxer les riches, ils vont se casser, il y aura plus personne ici, ça c'est une réalité, il y aura plus de ruissellement. Parce que ça existe, mais pas au sens d'Emmanuel Macron, mais dans l'intervalle, pas une seconde, vous aurez permis aux petites sociétés de s'en sortir. Alors que si aujourd'hui vous dites, j'allège les prélèvements obligatoires pour les petites sociétés, je crée pas de taxe sur les riches. Ça marche pas, ça n'a jamais marché. Parce que le riche, il ne se laisse jamais surtaxer. Si vous êtes riche, vous retombez sur vos pattes et vous savez vous échapper. Vous créez pas de taxation sur les super profits. Par contre, vous imposez à toutes les sociétés qui proposent un service en France, comme par exemple celles qui proposent des services téléphoniques, des choses comme ça, de
relocaliser ce qu'elles ont délocalisé. Sinon, elles peuvent plus proposer le service en France. Ben là, vous allez créer un cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est une taxation détournée, finalement, des super profits, mais qui est pas la taxation des super profits qu'on connaît en disant « je prends de l'argent aux riches ». Ça, c'est médiocre. C'est vraiment le côté gaucho de l'époque actuelle qui est lamentable. Et là, vous permettez à la France d'avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous allez avoir premièrement des personnes qui vont travailler en France et qui travaillent pas en France, donc il va y avoir des prélèvements obligatoires sur ces personnes. Dans l'intervalle, ce que vous allez prendre de ce côté-ci, vous allez l'ôter à des petites sociétés qui font moins de chiffre d'affaires, et vous allez leur permettre d'avoir du cash flow positif et d'embaucher plus de monde également. Donc ce sont des personnes qui pour l'instant sont aux aides sociales et qui vont pouvoir vivre de leur travail en France pour des sociétés qui sont implantées dans les territoires principalement. Et là vous avez un écosystème vertueux, et vous avez votre monnaie nationale, et vous avez des banquiers centraux, comme mon ami par exemple Jacques Delarosière qui était banquier central dans les années 80, qui a ensuite été patron du FMI et qui est de sa trace, on pourrait dire des seigneurs, pour ainsi dire, parmi les banquiers centraux, qui savent gérer la monnaie dans l'intérêt d'un pays avec une édile politique qui sait gérer également les décisions politiques. Mais pour faire ça, évidemment qu'il faut être plusieurs à avoir un petit peu de bon sens et surtout à ne pas s'interdire d'en avoir. Dernière question, Tom Benoît. Ouais. Qu'est-ce qu'on risquerait à sortir de l'Union européenne ? Alors, sortir de l'Union européenne, là, je vois absolument aucun risque, parce que si vous sortez de l'Union européenne, premièrement, on a toutes les institutions, on en a même trop. Macron a créé, le président de la République, le Conseil national de la refondation, qui coûte je ne sais combien pour rien, alors que nous avions déjà une Assemblée nationale avec beaucoup d'attachés parlementaires, des conseillers, un Sénat, un CESE. Il y a le CESE aussi dans le 16e arrondissement, il y a 300 personnes au CESE qui font des rapports, il y a des personnes qu'on mandate pour des rapports extraordinaires aussi, parfois pour faire, ça sert strictement à rien, mais pour vous dire que des assemblées pour analyser la situation et prendre des décisions, on n'a pas besoin du Parlement européen, de la Commission, ni des commissaires qui sont placés d'une façon totalement antidémocratique, comme Thierry Breton ou d'autres. Vous avez déjà tout ça à l'intérieur du pays. Vous avez les ministres aussi, vous avez les secrétaires d'État, vous avez les maires des communes, vous avez, on appelait le conseil général, le conseil départemental aujourd'hui, les conseils régionaux, donc tout ça vous en avez même trop, il faudra tailler dedans, mais je veux dire, il y en a vraiment des outils de gouvernance. Donc si vous quittez l'Union européenne, vous vous privez de rien. De plus, les Anglais, on parle souvent des Anglais en disant qu'ils s'en sont très bien sortis, mais pas seulement les Anglais. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille très bien avec la Suisse, par exemple, la Suisse fait pas partie de l'Union européenne. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une union pour travailler avec d'autres pays. Ceux qui vous disent vous voulez isoler la France, mais au contraire, vous voulez collaborer, mais faire des collaborations dont vous puissiez tirer les lauriers avec d'autres pays. Vous n'allez pas, on va interrompre absolument aucune collaboration parce que nous sortirons de l'Union européenne. Ça, c'est totalement faux. Ceux qui vous disent ça vous mentent. C'est la première des choses. Et surtout, si vous quittez l'Union européenne, mais vous quittez l'euro dans l'intervalle, parce que ceux qui parlent du Brexit ou non, c'est totalement faux. Il faut sortir de l'Union européenne et quitter la délégation de pouvoir monétaire à l'euro, tout simplement, parce que c'est ça, c'est une délégation de pouvoir, on n'a plus de monnaie, on a délégué notre pouvoir à une autre banque centrale, globale, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. Ben là, vous redevenez tout simplement les patrons du système, et vous pouvez prendre des décisions qui vous avantagent, comme les Américains le font chez eux, voilà, et comme on l'a fait pendant des années, on a quand même été une puissance en France. Donc je veux dire, on saurait parfaitement faire ça si on était en capacité de raisonner, de débattre et de discuter, mais aujourd'hui on a laissé place à une part un peu de... Il y a une dimension, il y a une forme d'hystérie dans le débat politique aujourd'hui qui est assez dramatique, parce que il y a beaucoup d'ego, même quand Bruno Le Maire dit j'ai sauvé l'économie française, là c'est le populisme qui parle réellement, c'est pour dire bon ceux qui comprennent rien, je leur explique que j'ai sauvé, on se dira toujours mais peut-être qu'il est sérieux, il doit savoir y faire, il y a des vieilles dames qui doivent penser ça en voyant un titre à la télé. Mais donc il faut revenir quand même à un peu de débat et factuellement préparer les choses en disant voilà ce qui va se passer pour la dette quand on sort de l'euro, voilà comment la monnaie va être dévaluée, voilà comment ça va se passer si nous sortons à plusieurs ou si nous sommes seuls à sortir, et voilà ce que nous devons prendre comme décision politique et non monétaire, et j'en citais une précédemment, par exemple, pour que notre économie puisse permettre réellement de générer du cash en France. Et écoutez, en tout cas, on verra si ce sera possible ou pas, et on verra si plus qu'on les verra, Français, on essaiera, parce que voilà. sans ça, je pense que la France va connaître des heures difficiles, sincèrement.
Merci beaucoup, Tom Benoît, d'avoir été notre invité. Je vous ai invité, moi, à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec plaisir, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci à tous.